Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur le mouvement des satellites et planètes. Nous allons étudier le cas particulier du mouvement circulaire. Alors, il faut savoir qu'un cercle est simplement un cas particulier d'ellipse. En effet, une ellipse, on peut la décrire à l'aide de ces deux caractéristiques, le demi-grand axe petit a dont on a déjà parlé, et également l'excentricité E. L'excentricité, elle mesure l'aplatissement de l'ellipse, et cette excentricité varie de 0 à 1. Lorsqu'on est proche de 1, on a une ellipse très aplatie, et plus on s'approche de 0, plus on va s'approcher d'une forme parfaitement circulaire. Et pour E égale 0, on va obtenir un cercle. Dans le cas du cercle, les foyers f et f' sont confondus et vont correspondre au centre du cercle, et le rayon petit r du cercle va correspondre au demi-grand axe. Si on applique les lois de Kepler au mouvement circulaire, elles restent tout à fait valables. D'après la première loi de Kepler, le Soleil, ou le centre attracteur dans le cas où on étudie d'autres mouvements autour d'autres astres, va occuper le centre du cercle. D'après la deuxième loi de Kepler, la loi des airs, à intervalles de temps réguliers, l'air balayé par le rayon Soleil-planète est constant. Mais donc, puisqu'on a un cercle et qu'on est toujours à distance constante par rapport au centre du cercle, ça signifie que l'arc de cercle ici parcouru par la planète est toujours le même. Donc, la distance parcourue par la planète en des intervalles de temps égaux est toujours constante, ce qui entraîne que la vitesse est constante et que le mouvement circulaire des planètes est forcément uniforme. Enfin, troisième loi de Kepler, la loi des périodes, sera toujours valable, sauf qu'on remplacera le demi-grand axe petit a par le rayon r, et on obtient donc que t carré égale k fois r au cube, ou t carré sur r au cube égale à une constante k. Alors, pour étudier les mouvements circulaires maintenant de manière un peu plus physicienne, d'un point de vue mécanique, de la mécanique de Newton, on va utiliser un repère un peu particulier. On a l'habitude de travailler dans un repère OJ avec une origine fixe et des vecteurs unitaires I et J fixes également qui orientent les axes OX et OY. Mais pour le mouvement circulaire, on préfère travailler dans le repère de Fresnel. Quel est ce repère? Eh bien, tout d'abord, il est constitué d'une origine qui sera placée en M où se situe le corps ou la planète étudiée. Et donc, cette origine est mobile, elle va bouger en même temps que bouge la planète. Ensuite, on a des vecteurs unitaires U de t et UN, qui sont parfois notés t ou n comme ceci. Le vecteur unitaire U de t, il est tangent à la trajectoire et orienté toujours dans le sens du mouvement. Ici, on a un sens anti-horaire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si jamais on a un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre, U de t sera orienté dans l'autre sens. Ensuite, UN est un vecteur unitaire normal à la trajectoire, et donc il est orienté vers le centre haut du cercle. Alors, il se trouve que les expressions des vecteurs vitesse et accélération dans ce repère sont un peu particulières et vont nous permettre ensuite de travailler de manière simplifiée quand on les connaît. Donc, premièrement, le vecteur vitesse. Si on regarde le vecteur vitesse ici en bleu, par rapport au vecteur unitaire U de t, il est donc collinéaire au vecteur U de t, collinéaire et de même sens, puisqu'on a dit qu'U de t est toujours orienté dans le sens de la trajectoire. Donc, le vecteur vitesse v va posséder une composante selon U de t et aucune composante selon UN. Son expression dans le repère de Fresnel pour le vecteur vitesse, c'est vitesse tangentielle vt égale simplement à la norme de v, qui est une fonction du temps. Et ensuite, la composante Vn normale est égale à 0. On peut aussi exprimer donc le vecteur vitesse sous cette forme-là. Simplement, le vecteur vitesse v est égal à la norme de v fois le vecteur unitaire U de t. En ce qui concerne l'accélération va par contre, elle, être décomposée selon les vecteurs unitaires U de t et Un dans le repère de Fresnel. Et les expressions de ces deux coordonnées sont les suivantes. L'accélération tangentielle est égale à d de v sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps. Ensuite, la composante normale de l'accélération, elle a une expression qui est la suivante, c'est v au carré, norme de la vitesse au carré, divisé par le rayon petit r. Son expression écrite d'une autre manière,
développé selon les composantes, eh bien simplement le vecteur accélération A est égal à d de v sur dt fois le vecteur unitaire u de t plus v carré sur r fois le vecteur unitaire u de n. Alors on peut vérifier l'homogénéité de la relation v carré sur r. L'unité de v carré sur r, c'est simplement des mètres par seconde au carré fois des mètres moins 1. C'est donc égal, si on développe, à des mètres carrés fois des secondes moins 2 fois des mètres moins 1. Après simplification ici, on obtient des mètres par seconde au carré, c'est-à-dire l'unité d'une accélération. À présent, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton, mais dans le repère de Freinet. Alors, on va poser un corps P de masse petit m qui est en mouvement circulaire à une distance petit r autour d'un astre central noté grand C et de masse grand M. Et on va travailler donc dans le référentiel astrocentrique, considéré comme galiléen pour pouvoir appliquer la seconde loi de Newton, et on va utiliser le repère de Freinet. Alors, le corps P subit uniquement la force d'attraction gravitationnelle de l'astre C. Quelle est l'expression de cette force gravitationnelle? On rappelle, force gravitationnelle du corps C sur le corps P, c'est égal à la constante de gravitation grand G, multiplié par la masse du premier corps petit m, multiplié par la masse du corps grand C grand M, divisé par la distance r au carré, multiplié par le vecteur unitaire U de L. En effet, la force gravitationnelle est orientée vers le centre grand C, donc elle est donc collinéaire et de même sens que le vecteur unitaire UN. Donc on a bien une égalité vectorielle ici. Alors, d'après la seconde loi de Newton, pour un corps à masse constante, on a que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Ici, la seule force étant la force gravitationnelle. On obtient donc que la masse fois l'accélération est égale à la force F de C sur P. On développe ici l'expression de F de C sur P et on voit que les masses peuvent se simplifier. Donc on obtient que l'accélération est égale à grand G fois la masse du corps central grand M divisé par le rayon R au carré fois le vecteur unitaire UN. Donc l'accélération est également collinéaire et de même sens que le vecteur unitaire U de N. Donnons donc l'expression des coordonnées de l'accélération dans le repère de Freinet. On va projeter. Selon U de t, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de composante pour l'accélération, donc c'est égal à 0. A de t est égal à 0. L'accélération normale, elle, est égale à grand G fois grand M divisé par R au carré. Mais comme on travaille dans le repère de Freinet, on connaît également une autre expression des coordonnées de l'accélération. On va pouvoir égaliser les deux. L'accélération tangentielle, c'est égal à dv sur dt, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et c'est égal à 0. Puisque la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0, ça signifie que la norme de la vitesse est une constante, et donc dans ce cas-là, qu'on a un mouvement uniforme. On vient de montrer avec la deuxième loi de Newton, dans le repère de Freinet, que le mouvement est bien uniforme, sans utiliser les lois de Kepler. Ensuite, en ce qui concerne l'accélération normale, on a l'accélération normale est égale à v carré sur r dans le repère de Freinet. Et dans le cas particulier d'une attraction gravitationnelle, ça va être égal à grand G fois grand M sur R au carré. En faisant passer R de l'autre côté, on obtient que V carré est égal à grand G fois grand M sur R, et donc que la vitesse V, la valeur de la vitesse de la planète, est égale à la racine de grand G fois grand M divisé par R. Donc cette vitesse dépend de la racine de la masse, est proportionnelle à la racine carrée de la masse du corps central, inversement proportionnelle à la racine carrée du rayon petit r. Donc ce que nous venons de faire, c'est en fait une démonstration qui nous permet de retrouver la valeur de la vitesse du corps qui subit l'attraction gravitationnelle d'un corps central. Donc cette démonstration, qui se fait dans le repère de Freinet avec la seconde loi de Newton, il faut la connaître par cœur. Ça peut paraître un peu difficile au premier regard, mais en fait, c'est toujours le même type d'exercice qui va revenir dans les exercices de bac. Donc apprenez cette relation, apprenez cette démonstration par cœur et entraînez-vous avec quelques exercices et vous allez voir que vous y arriverez sans problème.